Que celui qui n'a jamais regardé Love Story lève la main, c'est un menteur. Oui, juste un petit instant, même par curiosité. Quoi qu'on en pense de Love Story, ça a été le bon gros phénomène de société de l'année. Et puis surtout une sacrée poule aux œufs d'or pour ses inventeurs. Alors nous, évidemment, c'était tentant d'aller voir en coulisses, on n'a pas résisté à cette tentation. Et là, surprise, changement de ton. On s'est approché avec la caméra, il y avait la foule à 50 mètres, et en fait, on y va un peu au flanc, puis on passe, puis les mecs ils font ah non non, faut pas y aller, puis on y va quand même, et on arrive, il y avait les 50 gamins là qui attendaient devant le loft, et tout d'un coup on sent monter la clameur, ouais la caméra, ouais, alors ils croyaient qu'on était M6, ouais la caméra, super, ils commencent à gueuler et tout, je me barrais, tout tourner comme ça, et c'est après qu'ils ont appelé le chef quoi. Vous touchez pas, ça c'est la presse. Oh, c'est la presse, vous touchez pas à la caméra, ça va pas non? Mais c'est marrant parce que ça souligne en fait l'intuition qu'on a dès le départ. C'est une émission qui ne supporte pas qu'on montre la coulisse, qui ne supporte pas qu'on montre les articulations, les rouages du spectacle, quoi. Ah mais ouais, mais c'est plus grave que ça même, parce qu'ils ont oublié que c'était une émission de télé, quoi. La télé-réalité, en fait, c'est un peu fabriqué comme de la fiction. Il y a des castings, il y a des personnages stéréotypés, des situations calculées, et même les calculés, et même les propres lofters nous ont confié qu'ils avaient eu le sentiment d'avoir été un petit peu manipulés. Et c'est vrai que tout l'été, on a lu des choses pas forcément sympas sur les lofters dans la fameuse presse People, la presse grand public. Ben nous, on a été surpris de trouver chez Loana, Christophe, Kimi ou Laure une vraie authenticité. Ça paraît bête à dire comme ça, mais ils sont lucides, ces gens-là. Ils ont un vrai sens critique sur leur drôle d'aventure. C'est donc une enquête qu'ont menée Jean-Baptiste Rivoire, Patrice Desmazeries et Paul Morera. Voilà, ça n'a pas été à parler. On va la mettre en tête, de rien. Croyez-nous sur parole, ce qui vient après, c'est que du bonheur. Les médias s'emparent du phénomène et consacrent les lofters. Moi je regarde plus la télé comme je regardais avant quoi. Mais à la limite tant mieux quoi. Bah pour moi tout est grugé maintenant. Oui, allô ? Tout est grugé. C'est clair que c'est une machine qui a engrangé énormément d'argent, que quelque part on était un petit peu les pantins de cette machine. J'ai découvert en fait que j'étais pas le metteur en scène mais seulement un comédien. C'est-à-dire que c'est pas moi au final qui contrôlait vraiment l'image. Ils ont cherché à avoir des caractères et des types différents parce qu'on a eu la bourgeoise, on a eu, pour moi j'étais la danseuse, Delphine qui adorait la nature et qui était plongée qui venait de la campagne en fait. Non aussi, je pense bien hein, qu'ils nous ont pris chacun pour un rôle prédéfini. Là où il y a la manipulation, c'est que ils essaient de donner une image à chacun. Or, quelquefois cette image n'est pas la bonne. Et ça, je trouve que c'est regrettable quand même. Ils s'éclatent. Le tourbillon de la gloire les entraîne du matin au soir et les emporte aux quatre coins de la France. Adieu le rêve, adieu les sunlights et les applaudissements. Aujourd'hui, les lofters se réveillent avec le sentiment qu'on a joué avec leur image. Non, le loft, ce n'était pas vraiment la vraie vie. Restent des questions. Quelle est la part de réalité dans la télé-réalité? Nous aurait-on baladé sur le phénomène télé de l'année 2001? À l'origine du loft, il y a un casting. Comme pour une fiction, la production sélectionne des jeunes le plus sexe possible. C'est du moins ce qu'a ressenti Marianne. Elle était au maximum de l'intimité, c'est-à-dire qu'elle allait à fond dans mon intimité, quoi. Alors, c'était orienté sexe un peu? Très sexe. C'était orienté très sexe. C'était, elle m'a demandé si j'étais prête, si j'avais envie d'un garçon, si j'étais prête à faire l'amour sous les caméras. Si les caméras me gêneraient pas. Je lui ai dit non, je pense pas que je le ferais, quoi. Mauvaise réponse. Marianne refuse aussi de faire un striptease. Elle ne sera pas sélectionnée. La psychologue m'a dit, je pense que tu es trop mature, Marianne, pour faire ce jeu. La psychologue vous a dit que vous étiez trop mature? Oui, c'est le mot qu'elle a employé, trop mature. Je m'adresse à toi ou à la caméra? Les lofters, eux, vont être choisis pour leurs bonnes réponses à ces questions très directes. Très bien. Je discute de... On m'a même demandé combien de temps tu pourrais tenir sans faire l'amour. Voilà, donc moi j'ai dit 2 semaines exprès, évidemment ça arrangeait leur affaire. J'ai dit au bout de 2 semaines, moi je peux pas, moi il faut que je fasse l'amour au bout de 2 semaines. Et elle m'a dit ah bon, donc tu vas faire l'amour dans le loft? J'ai dit bah je sais pas, mais voilà. Et elle était contente? Elle était très contente. Loana, elle, était professionnelle de la nuit, une gogo danseuse, le profil idéal.
C'est vrai que j'avais marqué gogo danseuse la nuit et mannequin le jour. Donc bien sûr, je le savais, j'avais joué en plus une photo. Une en tant que mannequin, où je posais, et une en tant que danseuse. On me voyait sur un podium, donc ils étaient parfaitement au courant. Une phrase très claire sur sa fiche de sélection. Elle est tellement bonne que ce serait un scandale de l'oublier. Oh. Tous les soirs, je te veux, toi, ici. Hein. Un bon casting parfaitement maîtrisé, et quelques jours après le début de l'émission, aux surprises, les lofters font l'amour. Ce soir-là, le jeu est véritablement lancé. Ces images ont été piratées, affirme M6. Certes, la chaîne a raison, mais elle oublie de préciser que c'était un jeu d'enfant de les copier. Comme par hasard, aucune protection particulière n'est prise. Ils envoyaient tout simplement le flux et quiconque s'y connectait réussissait à avoir les images. C'est un peu comme si quand on passe un coup de fil, n'importe qui peut se brancher et prendre la conversation en cours. Donc c'est vrai qu'après les internautes se sont vraiment appropriés les images et ça fait le tour de la France, quoi. Ça arrangeait tout le monde le fait que ce soit piraté. Si sur internet on pouvait voir un peu plus que ce qu'on voit à la télé, tout le monde allait encore se pencher sur le phénomène. Putain, t'as vu, tiens, on voit Paul, Love Story et tout. Allez, c'est parti, quoi. Mais pour un bon scénario, le sexe ne suffit pas, il faut aussi de l'action. Arrête d'être aussi agressif, Ned, d'accord? Je t'ai rien fait. Sexe et action, un classique du cinéma. La recette du loft a été élaborée ici, en Hollande, par Endemol, la société qui a vendu le concept du jeu à M6. Son patron, John Demol, fabricant d'artifices et producteur désormais très, très riche. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un groupe de gens dont on pense que les personnalités déclencheront des histoires, des scénarios, des drames. Mais alors la télé-réalité se construirait comme une bonne fiction? Oui, nous répond ce témoin qui travaillait pour le Loft. Elle a voulu garder l'anonymat par peur de ne pas retrouver du travail. Pour elle, chaque lofter avait son étiquette avant même le début du jeu. Quand les techniciens se parlaient pour faire le brief dans la pièce avec la production, il y avait des photos au mur de tous les personnages sélectionnés. Et sous chaque photo, il y avait les trois principaux caractéristiques des candidats. Et c'est clair que c'était mentionné baiser, né, introverti, ou des choses comme ça. Et pour être sûr du résultat, on a conçu le Loft comme un bon vieux sitcom. Regardez plutôt ce document. Un document qui ressemble fort à un scénario classique. Des fiches comédiens. Comédiens, ça rime pas vraiment avec Real TV. Un document rédigé par des scénaristes avant la fin du casting. Dans leur Loft idéal, chaque candidat doit avoir un caractère prédéterminé. Et comme par hasard, les lofters qui seront sélectionnés vont coller à ce scénario. Le personnage de Claire, par exemple, est une fille à papa gâté pourri. Ça vous rappelle quelqu'un? Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse à cultiver son côté rebelle. Elle sera à l'affût des ragots et des conversations croustillantes. Toi qui as monté les autres contre eux. Oh non, ça, elle l'a bien dit comme ça. Le personnage de Didier, lui, est légèrement macho. Il passe beaucoup de temps devant sa glace et dans les salles de gym. Là aussi, c'est troublant. C'est ainsi qu'il a appris à mieux maîtriser son corps. Et grâce à sa persévérance, il a même décroché le titre de champion de Bretagne de boxe thaï en 1994. Allez, on continue. Gaëlle est issue d'un milieu modeste et c'est un vrai cœur d'artichaut. Elle sort d'une relation amoureuse difficile, mais continue de rêver au grand amour. Des désillusions qui ne l'empêchent pas aujourd'hui de croire au prince charmant. On peut multiplier les exemples, comme Flore, si je vous dis qu'elle a la main verte et adore la nature. Elle ne vit que pour la nature et pour ses chevaux. Les bons ingrédients sont là, il faut maintenant que la sauce prenne. Pour s'en assurer, les relations entre futurs lofters ont été testées avec des comédiens professionnels. Je te dis honnêtement, moi le truc je le fais pas. La chorégraphie, j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas un danseur, d'accord? Anthony, qui débute dans le métier, a passé 10 jours avec d'autres acteurs à jouer au lofter. Il devait improviser à partir des fiches comédiens. C'est-à-dire qu'on a amené beaucoup de choses, et dans ce tas d'idées qu'on a amenées par l'improvisation,
Certaines choses, le soir, on en reparlait avec les scénaristes. Bon, la soirée disco, on a pu la faire aussi. On a fait la chorégraphie de Grease. Et il y a des choses qui ont été mises au rebut, qui ne sont pas restées? Le jour, nous avons été menottés, c'est-à-dire 2 par 2, et ce jour-là, il y a eu une sorte de clash. On a arrêté de travailler parce que ces chaînes, là, c'était vraiment trop. On a craqué. Par contre, le jour où j'ai pris ma douche nue, alors là, c'était superbe. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'était formidable. Rien ne semble être laissé au hasard pour respecter le scénario. Comme s'il fallait grossir le trait, forcer les lofters à rentrer dans un moule. Bah oui, je te l'ai dit. Je suis arrivée un peu avec une tenue extravagante. C'était pas vraiment cette tenue-là que j'affectionnais, j'en avais 2. En fait, j'en avais une blanche et une bleue. Et c'est vrai qu'on m'a dit non, mais celle-là. Loana, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Oui, ça va. De m'indiquer ce choix-là de tenue, à mon avis, oui, ça a dû y faire un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai donné un petit peu l'image directement d'une bimbo. Enfin, d'une fille facile, belle, mais pas trop intelligente. On a tous eu une image qui n'est pas du tout la nôtre. Qui nous ont caricaturé, c'est évident, mais caricaturé à l'extrême. Ce soir, Laure invite ses amis dans un grand restaurant parisien pour leur... Et on n'hésite pas, pour caricaturer, à modifier la réalité. Moi, je voulais faire une raclette à la maison. C'était plutôt sympa et convivial. Ils m'ont dit non, écoute, Laure, tu vois, on va faire ça à l'Étoile. Ce sera plus facile pour nous pour payer, pour filmer. Bon, d'accord, admettons, on va à l'Étoile et après dans le reportage on dit Laure invite tous ses amis à l'Étoile. Et ça, je trouve que c'est pas juste, c'est pas la vérité, c'est faux. Je n'ai pas invité mes amis à l'Étoile et je n'ai pas les moyens de les inviter à l'Étoile. Toujours plus fort avec David. Il joue avec les caméras, il dérange. La production décide qu'il doit partir. Reste à le persuader. Ils me disent après, si tu as l'intention de partir, si tu veux partir, nous on t'offre une rubrique dans l'émission. Donc je leur ai dit, mais moi si je pars, c'est uniquement pour la rubrique. Moi ça va très bien. En tout cas, j'ai aucun problème. Moi je m'amuse beaucoup avec les caméras et il n'y a aucun problème. Je désirais pas spécialement partir à ce moment-là. Il y a la réalité et la réalité vue par la production. Par exemple, tous les soirs au début de l'émission, officiellement on était en direct avec le Loft. C'est même marqué sur l'écran. En réalité, c'était enregistré. La première séquence de 2-3 minutes où il y avait marqué en direct, on n'était jamais du direct. Parce qu'il fallait que ce soit accrocheur et parce qu'ils ne voulaient pas qu'eux, il se passe une conversation qui soit désagréable pour la production. Et du coup, tous les bouts d'émission qui étaient en accroche de la quotidienne était enregistré. Et donc la réalité du Loft était un peu filtrée. Oui, il y avait quelqu'un qui visionnait continuellement le mélange des 26 caméras et qui pouvait intervenir ou interrompre la diffusion en balançant un plan de piscine ou des choses comme ça. Mais dès qu'on entendait parler de la production, il fallait commuter sur une autre séquence. Du genre, si vous m'entendez, si vous décidez de faire ça, moi je me casse, ça ne m'intéresse pas. Tous ces moments de révolte, c'était systématiquement occulté. Oui. Certains lofters nous ont dit que par exemple des conversations politiques qu'ils ont eues quelquefois étaient ignorées et on ne les retrouvait pas dans les résumés. Ça c'est vrai, je crois même qu'il y avait même des interventions de la part de la production par moment dans le confessionnal par rapport à je sais plus, je crois que c'est arrivé à Jean-Édouard, de se faire remonter les bretelles parce qu'il avait commencé à parler de ci ou de ça ou que c'était pas un sujet à aborder en communauté. Ça fait tout à fait Big Brother dans 1984. Bon bah voilà, donc je suis Renaud, celui qui est rentré dans le loft. Faux direct et contrôle des lofters, au moindre imprévu tout est verrouillé. Comme lorsque Renaud, un fan, pénètre dans le loft. Ce jour-là, les caméras sont braquées dans le salon. Regardez bien cette scène et écoutez la réaction de la production. C'est moi qui l'ai pris. C'est qu'ils ont écrit comme ça. Ah, c'est super. Excusez-moi, oui, vous fermez la porte et que tout le monde va y avoir les chambres.
micros vont être coupés. Et on nous offre un joli plan de salle de bain. Pour Renaud, c'est l'heure des représailles. Je me suis rendu, ça veut dire que je descendais, un vigile m'a pris en train de descendre et m'a foutu par terre. Puis j'ai eu le droit à 2 coups et d'un vigile qui m'a donné 2 coups au visage, 2 coups de poing. Puis une fois à terre, j'ai eu le droit à des coups de pied. Donc à ce moment-là, un autre vigile lui a dit de se calmer. La police est arrivée et j'ai été embarqué, menottes, gyrophare. Pour protéger sa recette, pour ne pas casser le rêve de millions de téléspectateurs persuadés de regarder la vraie vie des vrais gens, la production impose la règle du secret. Pour s'être confié au journal VSD, Anthony a déclenché les foudres de la production. Son répondeur est inondé de messages. Anthony, c'est je sais plus quand, ben écoute, appelle tout de suite, parce qu'avec la connerie que tu as fait avec VSD, je peux te dire que tu vas être dans une sacrée merde, donc appelle-le tout de suite. Ok? Je te trouverai de toute façon, donc tu rappelles. Il est urgent que tu m'appelles, Anthony. Il est 11h, mercredi matin. Je pense qu'il est urgent pour toi que tu m'appelles. Donc plutôt que de faire le mort, tu devrais prendre ton téléphone et m'appeler très très rapidement. C'est mieux pour toi. À tout de suite. Même méthode lorsque nous avons voulu filmer avec nos propres caméras l'ampleur du bain de foule d'un lofter lors de sa sortie. Nous décidons de venir un jeudi soir. On est de Canal, on va faire une petite image un peu plus près, ça vous dérange pas? On va faire une petite image un peu plus près, on travaille pour Canal. Pourquoi on peut pas faire une image? Vous savez, on a des consignes. D'accord, on va essayer quand même. Nous passons quand même. Première constatation, il y a beaucoup moins de monde que nous l'imaginions à travers la télévision. Deuxième constatation, les coulisses, c'est du top secret. Et nous passons pour des espions. Nous décidons de partir, mais à ce moment-là, la sécurité perd son sang-froid. Arrête tes conneries. C'est bon, monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est bon, ok, on s'en va, c'est bon. Ok, on s'en va. Vous touchez pas, ça, c'est la presse! Oh! Vous touchez pas à la caméra, ça va pas, non? Mais vous êtes pas bien ou quoi? On est loin d'un jeu télévisé, familial et bon enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les secrets de fabrication sont protégés comme un coffre-fort. Ceux qui ont collaboré à l'émission ont dû signer une clause de confidentialité, même si certains ne sont pas dupes. On donne ce que les gens veulent voir. C'est avec de la Real TV, mais là, on donne ce que les gens veulent voir. C'est simple. C'est quoi qu'ils veulent? Du sexe, de l'action, des engueulades, de la bagarre. Et oui, Aziz a bien compris la recette. Et pourtant, les Français n'ont encore rien vu. Ailleurs, c'est pire encore. Au Portugal, l'arrivée de la Real TV a déclenché une guerre de l'audience où toutes les surenchères sont les bienvenues. Tout commence en 1999. La première chaîne privée, la SIC, commet une grave erreur. Elle refuse d'acheter le concept du loft. C'est la chaîne concurrente, TVI, qui va récupérer l'émission. TVI, c'est la petite chaîne privée qui monte. Toute ressemblance avec la France serait évidemment fortuite. Au Portugal, Loft Story s'appelle Big Brother. Pour le reste, tout est pareil. 12 personnes enfermées ensemble, choisies pour leur capacité à brasser des émotions, des conflits et du scandale. Bonne nuit. Elsa, par exemple. Les Portugais l'appellent la tête jaune. Elle a un cœur d'or, des problèmes de mec et un fils caché élevé par sa grand-mère. Ce qui lui a valu à mi-parcours un petit scandale dans la presse People. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est évident que j'ai rien dit. La presse a su ça après que je rentre dans le loft. Jamais je m'en serais servi dans l'émission. Jamais j'aurais utilisé mon fils. C'est injuste. Jamais je me sers de mon fils pour des trucs pareils. Mais c'est votre grand-mère qui est allée voir la presse? Non, la presse savait et elle est venue la trouver. Une source mystérieuse a donc informé la presse. Comme pour notre Loana. Une chose est sûre, du côté du producteur Endemol Portugal, on n'ignorait rien de la vie d'Elsa. Cette fille qui a besoin d'argent pour récupérer son fils, vous étiez au courant avant l'émission? Oui, nous le savions. Donc vous saviez que ça pouvait créer une identification avec le public, qu'il allait l'aimer pour ça? Aussi. Ça a joué un rôle dans votre décision de la sélectionner?
Oui, c'est une motivation forte. C'est un bon point. De retour en France, nous avons montré ces images à Loana. C'est pas vrai. Surprise de découvrir son double. Ah oui, c'est quand même très fort, quoi, parce que elle est blonde, elle avait un fils, c'est grands-parents, c'est assez étrange. Bah bon, l'écart, en fait, c'est qu'eux le savaient, parce qu'ils disent à la fin, on l'a prise un petit peu pour ça. La production ne savait pas. La production, c'est sûr, ne le savait pas. Là aussi, une source mystérieuse a informé la presse. Au Portugal, il y a aussi le modèle Aziz. C'est Marco, champion de kickboxing, macho et sanguin. L'équivalent de l'or, sa pire ennemie, c'est Sonia. En France... J'aurais fait le même casting, exactement le même. Parce que c'est comme ça, nous sommes des produits. S'il n'y avait pas une alchimie qui crée des explosions de rire, des pleurs ou des conflits, le public s'ennuierait. Oui, enfin, vous auriez pu être blessé aussi. Oui, c'est possible. Il savait que Marco était instable. Ce coup de pied vaut de l'or pour la chaîne TVI. La scène est diffusée en boucle le soir même dans ses journaux télévisés. La presse écrite s'en empare et la transforme en événement majeur. Sonia quitte le loft et l'audimat de Big Brother décolle pour de bon. Les rentrées publicitaires abondent, TVI se frotte les mains. En face, la chaîne concurrente, la SIX, se mord les doigts. Pour rattraper son retard, elle lance un autre reality show, le bar de la télé. Le casting est extrême. Face à un garçon qui a connu quelques problèmes avec la justice, Marguerite, une jeune catholique vierge. Et dès le premier soir, ça démarre très, très fort. Quand je suis un peu tendue, j'ai un appareil de massage facial. Comment il s'appelle? Il s'appelle le chauve. Comme Marguerite ne sait pas ce que c'est, je vais lui masser le cou avec. Arrête, ça chatouille! Elle est encore vierge. J'avais jamais vu de vibromasseur de ma vie, c'était le premier. Deuxième jour, coup de théâtre. Les parents de Marguerite arrivent de leur lointaine province pour délivrer leur fille. La production les fait patienter dans les loges jusqu'au début de l'émission, puis à 21h, surprise, surprise, ils débarquent dans le loft. On est en direct, ils ont des micros sans fil, ça tourne et ça va durer 1 heure. Je me suis réveillée à 4h du matin. Tu pourras plus aller à l'église. C'est à cause du pénis. Tu n'as rien fait de mal, mais tu te rends compte de ce que les gens vont penser? Mais je m'en fiche des gens, je fais ma vie. Ne pleure pas. Je pleure pas, père, mais je mérite pas ça. Tu as pris ta décision. Tu as renoncé à l'église. C'est ce que je te dis. Je le crois pas. Je ne crois pas que vous êtes en train de me faire ça. Rien au monde ne peut payer ce que je souffre aujourd'hui. Rien. Tu as pris ta décision. Oh maman, fais pas ça. Je ne te connais plus. À 22h, les parents essayent de sortir, mais la production refuse de leur ouvrir la porte. On fait durer le plaisir. Ce fut 22 ans de pays d'amour. Tu viens de choisir. Tu veux finir cette scène? Il te filme. Il diffuse chaque image. 15 minutes après, la porte s'ouvre enfin. Ça y est, enfin, allez, on part. Le temps est fini. Ne nous retournons pas. Après la pub, c'est le producteur en personne qui débarque, Ediberto Lima, un Brésilien formé à l'école de TV Globo. C'est lui qui dirige le show de main de maître.
Tu sais, avant d'être producteur de télévision, je suis d'abord un père. J'ai des enfants comme toi. Je ne suis pas là pour provoquer des conflits. Enfin, un producteur de Real TV avec un vrai sens moral. Trop modeste, Ediberto n'a jamais voulu nous prendre au téléphone. Alors nous nous invitons dans ses bureaux. La caméra tourne, mais il ne le sait pas. Voici un pur instant de Real TV. Bon, écoute, je finis une réunion et après je parlerai avec toi. Mais sans caméra, hein. Je veux d'abord savoir ce que tu veux. Et puis je t'expliquerai des trucs. La télé-réalité ne peut avoir de bonnes audiences que si la production manipule les gens. Sinon, ça marche pas. Au bout d'une demi-heure, Lima accepte enfin une interview. Mais là, le discours change un peu. Moi, je ne manipule pas les situations. Mais je les fuis pas non plus. Ça leur a semblé naturel de mettre un micro et de se retrouver en direct avec une chose aussi intime? Mais naturellement. Je leur ai dit, si vous voulez convaincre votre fille de sortir, on vous pose un micro, vous rentrez et on tourne. C'était sans problème, j'ai pas eu besoin de les convaincre ou de les contraindre. Pas de contrainte, nous avons voulu le vérifier auprès des parents de Marguerite que nous avons retrouvés dans leur bonne ville de Borba. Dans un premier temps, ils avaient accepté. Puis ils ont relu leur contrat. Oui, vous avez bien entendu leur contrat. Et c'est non, ils n'ont pas le droit de nous parler. Mon image leur appartient et mes déclarations aussi. Donc si je parle derrière leur dos, je serai pénalisé de 30 000 francs. Pour l'instant, ils ne m'ont pas pénalisé. Je ne peux pas dire du mal d'eux parce que j'ai collaboré de mon plein gré. Les parents avaient déjà signé un contrat où ils acceptaient que vous utilisiez leur image avant même que l'émission commence. Quand vous produisez un reality show de ce genre-là, ça veut dire que tout au long de l'émission, il faut être en contact, parler avec la famille des concurrents. Le père, la mère, etc. Alors évidemment, on prend certaines précautions. Il y a quand même un petit paradoxe là. La Real TV veut tout montrer en principe. Mais pourtant, quand la presse veut s'y intéresser de près, elle rencontre la peur et le silence. Bon, je vais t'expliquer. En fait, dans ce pays, les journalistes ne sont pas toujours corrects. Ils disent pas toujours la vérité. Et puis, souvent, ils recherchent le sensationnalisme. Vous rigolez? C'est votre métier, le sensationnalisme. Non, il faut distinguer les choses. Moi, je suis un producteur qui a pour fonction l'expression de la vérité. Vérité, manipulation habile ou franc bidonnage. La frontière est floue. Dans l'écran de la télévision du réel, il n'y a que des victimes consentantes, prêtes à tout sacrifier pour le spectacle. Ainsi, le jour même où elle a renié sa propre fille, la maman de Marguerite change d'avis et l'invite à rester dans le loft. On est toujours en direct. Petit rappel, 20 minutes avant, elle l'avait répudié pour toujours. Marguerite, à partir de maintenant, j'ai demandé la permission à ton père. Tu as mon soutien et j'irai contre tous. Du coup, sur TVI, dans Big Brother, on monte d'un cran. Désormais, on marie les candidats entre eux, sous une tente Big Brother, filmée par des caméras en démol. C'est beau, comme à la télé. Loin de ces images de cartes postales dans un bar chic du Vieux-Lisbonne, Pietine, le patron d'Endemol Portugal, explique la vie à quelques professionnels de l'audiovisuel. Au fond, c'est quoi faire de la télé? C'est entre chaque écran publicitaire, créer un contenu suffisamment attirant pour que les écrans publicitaires aient de grosses audiences. Au fond, ce n'est que ça. Encore et toujours plus fort avec Manhunt, une sorte d'aventurier de l'extrême, made in USA.
une émission produite par Paramount TV. Le jeu est simple, 13 personnes lâchées dans une nature hostile sur une île près d'Hawaï et pourchassées par 3 méchants guerriers. Mon nom c'est Big Tim. Moi je sais faire 2 trucs. Chasser et mâcher des chewing-gums. Le gagnant, c'est le dernier debout. Jacqueline Kelly a participé à Manhunt l'hiver dernier. Je suis un bulldog, une guerrière. J'adore me battre pour survivre. Nous l'avons retrouvée. Elle vient de dénoncer ce jeu auprès du CSA américain. Selon elle, Manhunt est entièrement bidonné. On nous a dit ce qu'il fallait dire, comme à des acteurs. Il y avait des personnages, des dialogues, comme dans un scénario. Les producteurs tentaient de manipuler le fil de l'histoire? Absolument. Jacqueline Kelly va refuser de collaborer totalement avec la production, de retourner des scènes après le jeu comme on le lui demande. Arrêtez, elle est morte. Ça y est, c'est fini, elle est morte. Elle sera éliminée. Selon elle, la production avait dès le départ choisi son gagnant. Je m'en fous de ce qu'elle ressent. Je m'en fous de ses enfants. C'est ça que je veux. Il en reste 12. Je les aurai tous. Ce n'était que de la fiction. Steve Patchy, un représentant de la Paramount, m'a demandé pourquoi je n'ai pas voulu tourner les scènes supplémentaires après le jeu. Je lui ai répondu parce que c'est une fraude envers les téléspectateurs. Alors il m'a dit, ce show est une fiction. 35% du montage final a été retourné en studio à Los Angeles et on en a informé le public. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'avais signé pour une émission de télé-réalité. Pour être efficace, cette Real TV-là ne s'embarrasse plus de la réalité. C'est ce que nous a confirmé un des producteurs de Manhunt, viré pour avoir refusé de tricher jusqu'au bout. On m'a demandé de m'arranger pour que les chasseurs ratent systématiquement certains candidats. C'est un trucage évident. Nous avons faussé le résultat du jeu. Le but, c'était de garder certains candidats parce qu'on pensait qu'ils seraient plus populaires à la fin. J'ai refusé de faire ça. On bidonne la réalité et on va encore plus loin. On prend aussi, devinez quoi, quelques acteurs. C'est tellement plus simple comme ça. Certains candidats étaient des acteurs. Ils avaient des agents. Ils avaient l'habitude d'être filmés. D'autres candidats n'avaient aucune expérience de la caméra. Ce qui me terrifie, c'est d'imaginer comment tout cela va finir. Parce qu'avec ces équipements vidéo là, avec ces ordinateurs, on peut manipuler les choses à un point tel que bientôt même les producteurs, même les réalisateurs, ne sauront plus vraiment ce qu'est la réalité. Bienvenue dans le monde de la Real TV, mais alors oubliez la vraie vie. Ici, ce qui compte, c'est le toujours plus d'audience, plus d'argent. Là, on a encore reçu d'autres documents d'un de nos informateurs au sein du loft. Ça n'arrête pas, quoi. Et là, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont poussé le bouchon très loin, c'est-à-dire qu'ils ont pris des intervenants pour être sûrs qu'il n'y ait pas de problème. Ils ont rédigé les questions qu'ils devaient poser au cours d'une émission en direct. C'est les gens qui appelaient, en fait? Oui, les gens qui téléphonaient pendant l'émission, en vrai, étaient des amis des personnes de la production et ils leur ont demandé de poser la question. Est-ce que tu regrettes d'avoir embrassé Laure? Avais-tu de réels sentiments pour Loana? Est-ce que tu étais amoureux? Ça, c'est un extrait de la Bible du loft. Regarde. Ouais, c'est le même, en fait, c'est le même vocabulaire. Les acteurs, le casting. Le feuilleton. Comme dans un bon casting, ils seront choisis pour leurs différences. Et comme dans un bon film, c'est de la qualité du casting que des
dépendra celle du feuilleton. Depuis le Loft, il y a d'autres émissions de télé-réalité qui se sont lancées sur les chaînes privées en France. Et d'ailleurs, c'est la guerre entre les chaînes. Ouais. Et ce qu'on peut constater, c'est que les audiences baissent un petit peu. Donc il va falloir trouver de nouveaux trucs et peut-être le début d'une surenchère. Est-ce que le public se lasserait? Alors s'ils se lassent, ils vont peut-être trouver d'autres recettes. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il serait possible de vous voir demain? C'est la fin de 90 minutes. Merci beaucoup d'être resté avec nous. On se retrouve la prochaine fois au mois de janvier. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Canal. Merci, bonsoir. Et entre-temps, venez donc sur le site internet de Canal. Laissez-nous des mails, on les lit tous et on essaye d'y répondre aussi vite que possible. We start growing closer.